De retour sur ce plateau de Vox Hebdo sur Vox TV pour la deuxième partie réservée à la séance des questions orales au gouvernement avec débat au Sénat du 15 novembre. Ces derniers pour la poursuite de leurs études supérieures, soit au pays, soit à l'étranger. Concernant la récurrente pénurie en carburant à Brazzaville, le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Ito, a estimé que le nœud du problème est au niveau de la CORAF, ainsi qu'à toute la chaîne d'approvisionnement, à savoir les traders, les marketeurs, sans oublier les problèmes de logistique que connaît le CFCO. Avant l'actuelle pénurie récurrente, la CORAF fournissait mensuellement au marché national en moyenne, je voudrais ici être précis, 8000 tonnes de supercarburant correspondant à 16 jours de consommation, c'est-à-dire à environ 53% de la consommation nationale. Produisait 24 000 tonnes de gasoil, correspondant à 24 jours de consommation, correspondant à 80% de la consommation nationale. Mais depuis, la CORAF est confrontée à plusieurs défis majeurs. Devenue monnaie courante, les délestages ne finiront jamais, a déclaré le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Wosso. Le gouvernement a-t-il poursuivi son plan à tout mettre en œuvre pour assurer la disponibilité de l'électricité de qualité aux populations? Nous sommes en train de chercher des solutions. Nous avons reçu, dans un premier temps, le financement de la Banque mondiale de 100 millions de dollars qui sont en ce moment en train d'être affectés en termes d'offres pour les réparations sur toute la ligne, pour réhabiliter le tronçon Moukoukouou-Mindouli. Sur 12 membres du gouvernement attendus, 10 ont répondu présents à cet exercice. 12 sénateurs ont posé les questions à 12 membres du gouvernement, mais ceux qui étaient présents, je crois, c'était 10 ministres. Alors, est-ce que, Guy Blaise, peut-on penser que cette séance a vraiment été du goût de la population? Est-ce que les sénateurs ont posé les questions qui se posent avec acuité à la population? Oui, je peux dire oui, hein, parce que quand on a suivi cet exercice de questions orales au gouvernement avec débat au Sénat, c'était de l'actualité. La question de l'électricité, la question d'Averda, la question du carburant. Je crois toutes les questions difficiles qui ont émaillé ces derniers temps le quotidien des Congolais. Mais je crois que si les ministres ont eu à répondre, ont éclairci les sénateurs sur, par exemple, la question d'Averda. Je crois que le Premier ministre l'a reconnu officiellement. L'arrêt de la société Averda, le gouvernement est en train de négocier une autre société pour venir prendre la relève d'Averda. Parce que les gens étaient dans le suspense. Ils ne savaient pas réellement là où nous allons. Parce que quand vous sillonnez les grands acteurs de Brazzaville, il y a des bacs à ordures qui sont versés. Pour le moment, les sénateurs, pour vous, ils ont posé... Je crois qu'ils ont posé les bonnes questions. C'était de l'actualité à pure que nous vivons ces derniers temps. Ok, Albert, est-ce que c'est la même impression que vous avez eue quand vous avez écouté les questions des sénateurs? Ils ont abordé vraiment l'actualité chaude qui préoccupe la population. Oui, vous savez, il faut être honnête. Et nous avons l'impression le sentiment dans l'opinion de dire, bon, voilà, les ministres, ils foutent rien, ils sont là, ils se mettent de l'argent plein les poches et puis finalement, il n'y a rien. Mais dans l'exercice des questions orales au gouvernement, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, c'est là où vraiment, moi, c'est la sensation que j'ai personnellement, où je me dis, voilà, il n'y a pas un endroit où l'actualité est traitée de manière aussi directe, aussi brute, et donc avec des réponses sollicitées. Je dis bien que les réponses sont sollicitées, ce n'est peut-être pas forcément celles qu'ils valent toujours, mais avec la sensation, quand on a suivi cela, que
oui, c'était dans la vérité, c'était pas de la propagande, c'était pas du oye soutien, c'était vraiment les questions que se pose la population et auxquelles les sénateurs ou les députés ont été soumis et donc avec des réponses qui les a menés à chercher non pas du blabla, mais de la matière sérieuse donc à donner au peuple. Ok, Spleen, quand vous avez écouté, vous vous êtes retrouvé dans ce que les sénateurs ont posé comme préoccupation? Moi aussi, je me suis retrouvé. Mais ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est la façon dont le président du Sénat, Pierre Ngolo, menait les débats. Ça avec beaucoup d'intelligence. Ça prouvait que vraiment le Sénat était la chambre des modérateurs. La chambre des modérateurs, je crois que tout au moins à ce niveau, nous avons compris que, disons, le jeu démocratique, le jeu démocratique était quand même bien joué, assez bien joué. C'est peut-être au niveau où l'on est passé à la deuxième phase. Peut-être que c'est à ce moment-là que nous aurons le débat. Il s'agissait peut-être de la réplique. Oui, nous sommes pour le moment ce que les sénateurs ont posé comme problème ils étaient dans le droit chemin. Oui, dans le droit chemin. Alors, les sénateurs ont posé des questions. Maintenant, les réponses. Est-ce que les réponses ont cadré avec les préoccupations des sénateurs? Bon, dès lors que ceux qui ont posé les questions ont avoué qu'ils ont eu des bonnes réponses à leurs questions, mais oui, maintenant vous qui avez regardé, parce que n'oubliez pas que nous devons informer. Nous, notre problème c'est informer, encore que nous sommes des écrivains au quotidien, et c'est ce qui fait que nous créons le débat. Nous créons le débat. Je vais prendre un exemple. Nous savons pertinemment que juste quand on sort des événements malheureux, le président de la République avait pris l'engagement d'industrialiser le Congo. Vous le savez. Alors, quand je suis la réponse du ministre de l'Énergie, qui dit ceci: entre Mukukulu et Mindouli, depuis que l'on a cassé, on a vampirisé cette ligne-là, alors c'est celle-là qui crée problème dans l'alimentation en électricité pour la ville de Brazzaville. Alors, moi, j'ai essayé de regarder, de compter le nombre d'années que cela dure. Si, à supposer que cela soit vampirisé ou cannibalisé en 98 ou en 99, mais 99 parce que c'était là où nous avons connu les pires moments de ces événements-là. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait pratiquement 25 ans. Alors, vous êtes dans un gouvernement et l'ambition le programme vous dit que le Congo devrait être industrialisé. Et vous pensez que vous laissez cette ligne-là qui devrait constituer la source énergétique des industries à installer, vous la laissez comme ça. Mais entre-temps, parce que ce ne sont pas les moyens qui ont manqué pour refaire cette ligne-là. Je ne crois pas qu'elle allait faire 50 milliards. Et même si c'est 50 milliards, les moyens étaient là puisque nous avons même construit après tout un barrage, Imboulou, qui a coûté plus d'argent. Donc, Eliwesso. Donc, ce ne sont pas les moyens pour réparer cette ligne-là qui ont manqué. Donc, vous voyez, lorsque j'ai écouté ça, je me suis dit, mais il y avait quand même là à répliquer. Puis, l'inquiétude des
des sénateurs. Je crois que eux-mêmes, ils l'ont compris. Lorsque, en face du ministre d'État, Claude Alphonse Silou, une grande question a été posée sur ce que le Congo sera d'ici là, concernant la ZLECAf. Qu'est-ce que nous allons proposer à ce grand marché? Et vous voyez, le ministre, comme ça, nous dit, et déjà là, et c'est nous qui enrichissons les autres, parce que nous dépensons 800 milliards pour acheter, nous les enrichissons, et nous appauvrissons. Vous avez vu? Ça m'a fait quand même du mal au cœur d'écouter cela, ça, encore que nous ne sommes pas à l'extérieur du Congo, pour constater que ce sont beaucoup plus les autres qui vont profiter du Congo parce que la petite industrie de la RD Congo, de l'Angola, du Gabon, du Tchad, elle est plus compétitive aujourd'hui que la nôtre. Je vais peut-être finir pour dire que il y a quelques jours, c'est aussi autour du ministre Claude Alphonse Silou que s'est tenu un atelier de renforcement des capacités autour de cette affaire de l'AGOA, qui accorde au Congo des facilités pour aller vendre le sol américain. Alors, depuis 2001, que le Congo a été admis à l'AGOA, le Congo n'a jamais vendu, ne serait-ce qu'un fruit d'avocat depuis 2001. Et la question est revenue pour dire au Congo, nous continuons de vous offrir cette opportunité de venir vendre, de venir vous enrichir, parce que c'est ce qui enrichit un pays, ce sont les devises. Vous allez vendre ailleurs, vous trouvez les devises qui sont là-bas, quand vous rentrez avec ça, ça vous fait 2 fois les bénéfices. Ok, Albert, la réponse du gouvernement. La réponse du gouvernement, je crois qu'il faut trier ministre par ministre, mais... oui, quand vous prenez d'abord une ville... Il y a deux aspects là à souligner. D'abord, donc, sur aussi bien la ZLECAf que l'AGOA. Ça, c'est une question finalement à ne pas seulement poser au ministre. Cette question-là nous concerne tous. Je veux dire, le dynamisme de notre commerce, notre petit commerce, de notre... je dis, nous voyons aujourd'hui que nous consommons de la pomme de terre qui nous vient du Cameroun. Nous consommons de la tomate qui nous vient de la République démocratique du Congo. Mais pourtant, tout autour de nous, nous avons des terres qui produisent. Et d'ailleurs, je ne veux pas toucher à la sacro-sainte question des terres vendues, cédées, louées, concédées, je sais pas. Mais voilà, donc ça, c'est une question qui nous regarde tous et à laquelle nous devions tous, je veux dire, réfléchir. Le ministre Nsilou donne la réponse qui est dans les faits d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous pouvions y ajouter à cela? La ZLECAf, c'est la même chose. C'est pas le tout de courir vers les grands accords et puis voilà. Et donc, il y a ça. Mais il y a aussi, quand même, la lancinante question des hydrocarbures. J'ai écouté le ministre. Et ça m'a fait un peu mal. Je veux dire que au fur et à mesure que nous avons des crises énergétiques, c'est-à-dire donc essentiellement un manque de carburant vers la fin de ces années-ci, le ministre qui est là déjà depuis un petit temps nous donne une réponse qui est invariablement la même. Donc si c'est pas la SLOC, c'est toujours la CORAF, la SNPC. Mais jamais nous, en tant qu'administrateurs de ces flux, de ces transports, ne nous mettons en cause en disant, bon voilà, je vous prends à témoin, l'année prochaine, il n'y aura plus ce genre de choses. Ou alors quand on le fait, c'est juste pour nous amuser, mais là, donc, novembre 2025, pour ceux qui y arriveront, verra encore des pénuries. Et d'ailleurs, nous avons maintenant, c'est seulement le carburant pour le moment, mais ne vous en faites pas. Bientôt, nous pourrions avoir aussi des pénuries de gaz.
Parce que ça aussi, ça va souvent ensemble. Et alors, on va invoquer quoi? Nous sommes pays producteurs de pétrole. Et nous peinons à nourrir notre population, à nourrir 5-6 millions de consommateurs. C'est même très gênant pour notre orgueil national que le carburant qui nous a permis, qui nous permet de faire la soudure maintenant, nous vienne de Kinshasa. C'est une honte. Guy Blaise, les réponses du gouvernement aux préoccupations des sénateurs, qui sont aussi des préoccupations des Congolais. Je crois que nous tous, nous devons comprendre que si les réponses sont vraiment du tout normales par rapport à la réalité que nous vivons au quotidien. Je reviens d'abord sur la réponse du ministre des hydrocarbures. Nous avons connu la pénurie et qui persiste aujourd'hui. Il y a des raisons, c'était le chemin de fer, bon, il y a l'incapacité de Coraf de produire la capacité insuffisante pour ravitailler la ville de Brazzaville et Pointe-Noire. D'où l'exportation des cargaisons de l'autre côté de l'Occident, tout ça, voilà. Mais nous ne sommes pas à 1 année ou 2 ans des pénuries. Je crois que cette histoire de pénurie date. Hier, au question orale, on a parlé de la construction d'une 2e raffinerie. Ce qui pose problème aujourd'hui, il faut exproprier tout ça, voilà, il faut l'espace. Le ministre d'État, Madiala, doit certes, mais depuis longtemps, nous connaissons des pénuries. Les pouvoirs publics, le gouvernement savait que la raffinerie Coraf n'était pas dans la capacité de ravitailler Brazzaville et Pointe-Noire en termes de carburant. Mais c'était des questions, normalement, qui devaient être résolues depuis longtemps. Mais pourquoi ce retard? Pourquoi on a pris ce retard? On a connu les embellis pétroliers de ce pays, c'est pas l'argent qui manquait. Pour construire d'autres raffineries. Le Nigeria, on a aujourd'hui, Dangote, on a fait. Bien sûr, c'est un privé. Je crois qu'ils ont une raffinerie qui aujourd'hui règle certains problèmes qui hier étaient difficiles. La première raffinerie d'Afrique. Voilà. Mais pourquoi pas depuis une raffinerie privée. Pourquoi pas depuis longtemps le gouvernement savait qu'on avait ce sérieux problème-là. Rien n'a été fait. Et c'est là qu'aujourd'hui qu'on est en train de penser, bon voilà, ça veut dire que dans 2 ans après, peut-être 2026, 2027, cela pourrait peut-être être une réalité. La réponse, on en finit. La réponse sur la question de l'électricité, quand le ministre, comment on appelle le ministre Émile Ouest parle aujourd'hui, c'est pas d'une baguette magique comme ça que les délestages peuvent finir. Oui, nous savons que c'est un processus. Parce que quand il dit que la centrale à gaz qui envoie de l'électricité à Brazzaville, ça n'arrive pas avec l'efficacité qu'il faut, c'est-à-dire le nombre de mégas diminue par rapport à la vétusté de la ligne. Mais depuis longtemps, on savait cela. Pourquoi pas cela a été réglé? Là, il parle qu'avec nos partenaires qu'on a eu à toquer la porte, la Banque mondiale, si je ne me trompe pas, donnera un peu de moyens pour essayer un peu de régler cela. Donc, les délestages ne finiront pas aujourd'hui. Donc, il faut toujours patienter, mais jusqu'à quand? Je crois que c'est des problèmes à prendre à bas le corps. C'est des questions que des populations tiennent à cœur. Si aujourd'hui, parce que il faut le relever aujourd'hui, s'il y a scission aujourd'hui entre le peuple et ses dirigeants, parce que il faut pas reléguer cela au second plan. Quand le peuple n'arrive plus à croire à ses dirigeants, c'est une étape de la démocratie plus difficile. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Quelle que soit la réponse qu'on peut donner à l'hémicycle, mais nous sommes journalistes, nous vivons la réalité avec ces populations. D'ailleurs, nous sommes d'abord population aussi. Mais il y a des choses... On a l'impression que le gouvernement vient faire comme enfoncer une porte ouverte, puisqu'il vient détailler ou étaler les problèmes. Mais ce que la population demande, c'est apporter la solution. Mais c'est ce que nous faisons, c'est ce que le peuple attend, non?
des solutions. Je crois qu'il y a un adage qui le dit. Un chef n'a pas besoin des propositions lancées. Il faut des solutions. Il connaît déjà les problèmes. Mais il faut lui emmener des solutions. Le président de la République connaît les problèmes. Il a avec lui le gouvernement. Mais le gouvernement doit lui apporter des solutions. Le président attend des solutions. C'est pas de la littérature où on vient devant les sénateurs, devant les députés, on commence à râler. Non, il y a les dossiers les plus importants, fournis, rédigés même, qui sont dans les tiroirs. Aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre cela en exergue. Mais c'est pas parfois l'argent qui manque. Et quand le ministre ne sera plus à la gestion de ce département, vous allez écouter des histoires. Et donc, si j'étais resté là-bas, bon, je devais continuer à faire ceci. Mais vous étiez là, il y a eu le budget, il y a eu ceci. Vous n'avez pas pu. Donc, je crois qu'il y a certaines questions, certaines réponses qui, tant bien que mal, n'ont pas vraiment été à la hauteur de réponse. Voilà. Parce que, oui, et dans les solutions dont Seydou a fait état, il faut prendre les solutions les plus durables. Je vous prends un exemple. Au sujet de cette affaire de pénurie d'eau dans la ville de Brazzaville, on a suivi le même ministre de l'hydraulique qui dit dans 3 mois ça sera réglé. Mais à partir de quoi? C'est à partir des forages. Vous l'avez entendu, il y a un forage qu'on va placer à Massengo, il y a un autre qu'on va placer là à la Patte d'Oie, à la Patte d'Oie. Mais vous savez que le même, il y a quelques mois ou quelques années, est passé à Pointe-Noire pour fermer les forages. Ou aussi à Pointe-Noire, où se pose un problème d'eau potable. Mais il a fait fermer ces forages. Mais ce que j'allais surtout dire en ce qui concerne les forages, c'est que les eaux souterraines sont aujourd'hui considérées comme une réserve mondiale d'eau. Donc, les Nations Unies pensent que cette réserve ne peut pas être touchée maintenant. Surtout dans le cas des pays comme les nôtres, où nous avons le fleuve, nous avons la Témé, nous avons tout ce qu'on peut, nous avons le Djoué. Nous avons les pluies. Nous avons les pluies. Pourquoi aller toucher les eaux souterraines qui vont nous causer un problème de terrain? C'est-à-dire que la ville de Brazzaville risquera de s'affaisser un jour lorsqu'on aura trop exploité ces eaux-là. C'est le cas aujourd'hui de Jakarta, je crois. On est en train même de déplacer la capitale à cause des eaux souterraines. Surexploitation des eaux souterraines. Voilà. Donc, il faut que les solutions soient les plus durables qu'ils soient. Autre chose, il y a le ministre de l'urbanisation, de l'urbanisme, je crois, et de l'habitat, à qui on a posé la question sur les logements de Pila, qui seraient vendus par des tierces personnes après les avoir achetés auprès de l'État. Mais c'est maintenant que nous avons appris que finalement, ces maisons-là coûtent 64 millions de francs CFA. Qui va acheter? Et il dit, bon, ce sont les jeunes dont l'âge, parce que c'est certainement que dont l'âge varie entre 25 et 50 ans et 35 ans, qui vont les acheter. C'est certainement pour donner le temps à ces gens-là de payer petit à petit. Donc, ça doit être un phénomène d'achat-location comme ça, d'achat-location. Alors, ces jeunes-là touchent combien? Pendant combien de temps? Pour rassembler les 64 millions de francs CFA. Je crois que le ministère de l'Habitat s'est écarté un peu de la réalité congolaise, où, chez nous, normalement, la maison ne devait pas aller au-delà de 10 millions. Ça devait tourner entre 4 et 6 millions
et en se focalisant sur la construction à partir des matériaux locaux. Et c'est là où il faut saluer donc l'ambition du président de la République sur les zones économiques spéciales où tout cela pourrait être transformé pour que nous ayons les matériaux nécessaires pour construire des maisons qui puissent répondre au niveau de vie des Congolais, parce que vous savez que certaines villes n'ont même pas de pouvoir d'achat. Quand vous allez dans une ville comme Dolisie, en dehors des enseignants, des fonctionnaires, il y a quoi aujourd'hui? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les deux sociétés de transformation de bois payent le bois brut à Pointe-Noire. Ils payent les taxes à Pointe-Noire. Et finalement, ce sont les quelques ouvriers qui travaillent là-dedans, et là-bas, qui sont payés à 60, 90 000. Donc voilà, il y a donc des villes où il n'y a même pas de pouvoir d'achat. Donc, nous comprenons pourquoi certainement que le gouvernement ne veut pas, à mon avis, ne veut pas nous faire des maisons accessibles. Ok, merci. Je crois que le gouvernement va faire des efforts prochainement de nous apporter des solutions au lieu de venir encore égrener les problèmes que tous les Congolais presque savent. Fin donc de cette émission. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Continuez à suivre les programmes de Vox TV. Au revoir à tous et à dimanche prochain. Au revoir, messieurs.